Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 11 avril 2016. Dans l'actualité ce soir, depuis début mars, les autorités genevoises et les élus français connaissent une situation tendue. En cause, le dépôt d'une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui de la part de nos voisins helvétiques. Ils demandent la fermeture de la centrale du Bugey. Pour la première fois, ils étaient invités à participer à la commission locale d'information. Nous entendrons les réactions recueillies sur place. Une nouvelle centrale d'Enrobé a été inaugurée il y a quelques jours à Chêne-en-Smine, c'est près de Frangy. On y fabriquera notamment des revêtements pour les travaux routiers. Une bonne nouvelle pour le BTP Haut-Savoyard qui souffre de la baisse des dépenses publiques depuis plusieurs mois. Et puis nous parlerons football à la fin de ce journal avec le TGFC qui connaît une nouvelle fin de saison difficile. Le club Haut-Savoyard n'est toujours pas tiré d'affaire à 5 journées de la fin du championnat. Mais avant, c'est la fin de l'entreprise Métal Temple en Maurienne, devenue MT Technologies. Cette fonderie spécialisée dans les pièces automobiles installée à Saint-Michel de Maurienne a connu de nombreuses crises au cours des dernières années, et ce, malgré un carnet de commandes parfois plein. En 2011, 65 postes étaient supprimés. En 2013, l'italien Giamperio Colla avait repris l'activité, évitant une première liquidation. Cette fois-ci, ça n'a pas suffi. Le tribunal de commerce de Chambéry a déclaré la liquidation judiciaire de l'entreprise ce matin. 113 salariés étaient encore en activité. On revient sur cette rencontre qui a eu lieu vendredi après-midi. Le vice-maire de Genève, Rémi Pagani, était invité à participer à la commission locale d'information de la centrale du Bugey. C'était une première tendue puisque, je vous le rappelle, la ville de Genève a porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui et pollution des eaux il y a quelques semaines. Je vous rappelle que Genève est distante à vol d'oiseau d'environ 70 km de la centrale du Bugey. C'est la plus ancienne encore en activité en France, après celle de Fessenheim. On écoute les réactions recueillies sur place par nos confrères de Léman Bleu. Ce n'est pas digne des relations de confiance anciennes que nous avons entre nos amis de Genève, et notamment le président du Conseil d'État de Genève, M. Longchamp, et le département de l'Ain. Et que quand on dépose une plainte, la première des choses, c'est d'abord d'avertir les personnes qui sont concernées, et puis surtout, au-delà de ça, sur la forme, nous, ce que nous aurions souhaité, c'est un vrai débat, une vraie transparence, et une vraie pédagogie et explication. C'est ce que nous avons fait dans cette commission locale d'information, et c'est pour ça que je condamne effectivement cette plainte sur la forme. Sur le fond, permettez-moi de vous dire aussi que cette plainte porte atteinte à la souveraineté d'un État, d'un pays qu'est la France, et que nous ne mêlons pas des choix énergétiques qui est fait à Genève, qui est fait dans d'autres cantons, comme le canton d'Argovie par exemple, qui a le plus vieux réacteur au monde. Je réfute cet argument de dire que c'est des sales étrangers qui viennent essayer de dans la tambouille des Français. Non, nous sommes concernés puisque depuis Fukushima, les autorités de sûreté ont reconnu que toutes les personnes qui sont dans un rayon de 100 km à la ronde sont concernées par l'activité d'une centrale nucléaire. Attention, si vous avez prévu de circuler sur l'A40 entre Cluses et Sallanches, le premier radar chantier est mis en service à compter d'aujourd'hui et jusqu'au mardi 17 mai. Cet équipement qui fonctionne dans les deux sens de circulation vise à sécuriser les personnels de chantier, avertit la préfecture. Il est indiqué par un panneau routier contrôle automatique. Et puis on reparle du chantier de la route des gorges de l'Arly. La route la plus chère de France est une nouvelle fois en travaux. Vous le savez, depuis le 22 janvier dernier, un important éboulement avait eu lieu au niveau du tunnel de la Panissière. Les travaux de purge, plus complexes que prévu, ont eu lieu pour stabiliser la roche. Parallèlement, un glissement de terrain a aussi eu lieu sur le bas des gorges. La zone est en train d'être sécurisée par du déboisement. La circulation dans les gorges sera donc de nouveau ouverte avec la mise en place d'un alternat d'ici la fin du mois. Je vous le disais dans les titres, la Société des Enrobés du Genevois a inauguré sa centrale de Chêne-en-Smine vendredi dernier. On y fabrique des enrobés, donc un mélange de gravier, de sable et de bitume qui constituera ensuite la chaussée des routes. Une bonne nouvelle pour la Haute-Savoie qui a connu un creux en ce qui concerne les emplois dans le BTP. On regarde le reportage d'Olivia Boisson. Sur ces 25 000 m² de terrain, une centrale d'enrobés inaugurée il y a peu. Une première à Chêne-en-Smine. La Société des Enrobés du Genevois est le fruit d'un partenariat entre 4 entreprises, dont une suisse.
Nous avons fait cette implantation pour pouvoir répondre beaucoup plus localement à nos clients, de la proximité, et aussi nous avons donc créé des emplois. C'est une bonne chose pour la région, ça va faire travailler du monde. Parce que bon, nous on emploie 4 personnes sur le site, mais après l'enrobé, il va falloir l'appliquer, quoi. Donc automatiquement ça va employer du monde, des chauffeurs de camions, des gens à l'application, des gens qui tirent à la main. La SEG produit en moyenne 80 000 tonnes d'enrobés par an. La société compte mettre en avant la formation des jeunes en espérant pérenniser les emplois du BTP. J'ai reçu des demandes pour des stages, on va prendre des jeunes en stage, en formation. Je pense que l'avenir est aux jeunes. Les emplois du bâtiment ont connu un passage à vide ces dernières années. J'espère tout simplement que nous allons pouvoir, en matière de BTP en particulier, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui sur ce site, de retrouver un niveau d'emploi qui correspond à celui que nous avions il y a 2 ou 3 ans. C'était quasiment un plein emploi, des entreprises qui avaient des carnets de commandes qui étaient remplis. L'entreprise SEG ne s'est pas installée en Haute-Savoie par hasard. Le marché est porteur en ce qui concerne la construction de voiries, parkings, aérodromes et autoroutes. Je peux vous dire qu'effectivement, la Haute-Savoie est un département porteur économiquement, dynamique, très dynamique. Et quand je compare avec mes collègues qui sont travailleurs partout en France, oui, nous avons la chance d'être en Haute-Savoie. 40 emplois locaux ont déjà été créés. On parle foot maintenant. Evian Thonon-Gaillard vivra bien pour la seconde année consécutive une fin de saison très difficile. Vendredi soir au Parc des Sports d'Annecy, les joueurs de Romain Révelli se sont compliqué la tâche en concédant le match nul 0-0 contre Tours. On revient sur la rencontre avec Sébastien Germain que l'on retrouve juste après. Vendredi soir, le scénario de cette rencontre face à Tours aurait pu être scellé dès les 10 premières minutes de jeu. Au bout de 20 secondes, Quentin Ngakoutou a une occasion en or d'ouvrir le score, mais sa tête passe à côté des buts tourangeaux. 7 minutes plus tard, cette fois-ci, c'est Betao qui vient dévier de la tête un corner. Le ballon est repoussé sur sa ligne par Kawi. 2 grosses opportunités mais pas de but, voilà qui résume parfaitement les difficultés offensives des Roses en cette fin de championnat. Les Hauts-Savoyards dominent clairement la partie. À la 24e minute de jeu, nouvelle occasion sur corner avec cette belle tête d'Aaron Apidangoy, mais c'est encore raté. En face, le Tours FC de Marco Simonet ne montre pas grand-chose. Déjà sauvés, les Tourangeaux se contentent de défendre solidement. 0-0 à la mi-temps. Malheureusement pour le public au Savoyard, ces 45 dernières minutes ne seront pas du même acabit. Il faudra attendre le dernier quart d'heure pour vibrer. Gustavo Campagnaro récupère le ballon au milieu de terrain. Le Brésilien progresse mais écrase sa frappe. Aucun souci pour Camara. La dernière occasion est à mettre au crédit du jeune Yann Caille sur corner à 10 minutes de la fin, mais c'est largement à côté. La fin de match aurait même pu tourner au cauchemar pour les Roses à la 83e minute si l'arbitre avait sifflé un pénalty en faveur du Tours FC. Mais M. Stina ne bronche pas. Résultat final 0-0. Le TGFC continue son surplace avec ce 3e score nul et vierge en 4 rencontres. On est généreux mais beaucoup trop désordonné pour vraiment mettre sous pression cette équipe de Tours qui était venue pour faire un match nul. Donc on est à notre niveau, il n'y a que le travail, encore et encore, le travail devant le but, avoir encore plus de maîtrise, notamment sur la deuxième période, et le travail des coups de pied arrêtés. Au classement, les Roses n'ont plus qu'un point d'avance sur Niort, le 18e. Il ne faudra pas se rater vendredi prochain à Laval. Sébastien Germain m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Fanette. Alors on vient de le voir dans votre reportage, la situation est vraiment préoccupante pour le TGFC. Oui, effectivement, on peut le dire, ce match nul 0-0 contre une équipe de Tours qui n'a plus rien à jouer en Ligue 2 est une très mauvaise opération pour les Roses. Ce soir, à l'heure où on parle, le TGFC est 17e du classement. C'est son plus mauvais classement depuis le début de la saison, donc un petit point d'avance seulement sur le 18e. C'est ça qui interpelle, c'est l'écart avec cette 18e place, actuellement occupée par Niort, avec la zone de relégation, un petit point, c'est très très maigre. Alors pour accompagner la situation difficile, le nom de Jean-Philippe Demaël, ancien PDG de Somfy, a été soufflé. Il serait le nouveau conseiller du président. C'est une bonne nouvelle vu la situation ? On peut s'étonner du timing de cette annonce, de cette arrivée, si elle était confirmée. On parle bien pour l'instant au conditionnel. On se rappelle que le nom de Jean-Philippe Demaël, ancien président du directoire de Somfy, avait déjà circulé en 2013 pour succéder au président Patrick Tourtignon quand le club était en Ligue 1. On a un petit peu de mal à comprendre ce qu'il viendrait faire alors que le club pourrait descendre en fin de saison en national. Rappelons aussi que Jean-Philippe Demaël a déjà connu une aventure une expérience en tant que président de club. C'était du côté de Guignon. Ça s'était très très mal terminé.
Clairement, aujourd'hui, est-ce que le club est en danger ? Ah oui, on peut le dire, le club est en danger puisque le TGFC, ce lundi, si Créteil bat Nancy, ce qui n'est pas gagné, les joueurs de Romain Révelli auraient 32 points, soit le même nombre de points que Créteil, 18e. Donc voilà, ça serait très très compliqué. Calendrier, on va dire assez... Il reste 5 matchs, on va voir ce que ça va donner. Ça va être compliqué jusqu'au bout. Bon, est-ce qu'il reste quand même quelques raisons d'espérer, Sébastien ? Oui, heureusement, il reste des raisons d'espérer. Première chose, peut-être la plus importante, à l'heure où on parle, le TGFC a encore son destin entre ses mains. 5 matchs à disputer, donc on l'a dit, 2 matchs à domicile contre le Havre et Nîmes, 3 matchs à l'extérieur. Voilà, les joueurs de Romain Révelli savent ce qu'ils doivent faire, remporter le plus de matchs possible. Ils ont leur destin en main. Et une dernière chose très importante, ils n'ont jamais été relégables depuis le début de la saison. Ça peut compter. On espère juste qu'ils ne seront pas relégables pour la première fois de la saison, lors de la 38e et dernière journée. Merci beaucoup, Sébastien. L'Observatoire savoyard du changement climatique dans les Alpes du Nord vient de publier son dernier rapport. Cet hiver a été le plus chaud enregistré depuis les premières mesures en 1959. Un record dû à un mois de décembre exceptionnellement doux avec une température moyenne mensuelle supérieure de 4,8 degrés à la normale. À Bourg-Saint-Maurice, par exemple, les températures n'ont été négatives que 3 jours sur 91 cet hiver. Les mois de janvier et février ont, eux, été particulièrement arrosés. Une idée pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Karine Piqueda, psychologue au Savoyard, spécialisée en addictologie, a mis au point un gobelet, le Just Dose. L'objectif, se servir les justes doses d'alcool grâce à des repères graphiques. Pour porter son projet, elle a décidé de lancer une campagne de financement participatif. Olivia Boisson nous en dit plus. Ce gobelet, gradué en unités d'alcool, c'est le Just Dose. Son objectif, aider les personnes à prendre conscience de leur consommation réelle. Un challenge. Le coût social annuel de l'alcool en France est de 120 milliards d'euros. Suite à la surprise une fois d'un patient qui lui était vraiment convaincu qu'il avait bu 2 verres avant de prendre le volant, et quand il s'est rendu compte qu'en fait il en avait bu le triple, je me suis dit mais en fait c'est quand même dommage que dans le commerce, il n'y ait pas des gobelets qui soient étalonnés en verre d'alcool pour que les gens puissent réduire leur consommation d'eux-mêmes. Le geste est simple. Verser sa boisson dans un verre, puis la transvaser dans ce gobelet. Et se rendre compte de la véritable dose ingérée. Pour exemple, 25 centilitres représentent une unité de bière à 5 degrés. Les unités dépendent du type d'alcool et de la morphologie du consommateur. La consommation étant la seconde cause de mortalité évitable en France et en Europe, la créatrice souhaite que Just Dose devienne un outil pour tous les médecins. C'est une petite séance pédagogique, mais qui dure quelques minutes, qui ne prend pas beaucoup de temps sur la consultation, mais qui permet quand même d'aborder la question de l'alcool et surtout qui peut permettre aux personnes à un moment de se confier et de dire bah oui, peut-être que je bois un peu plus que ce que je pensais. Afin de faire connaître ce nouveau concept, Karine Piqueda a lancé une campagne de financement participatif soutenue par l'agence Nauxica. Au-delà du gobelet, c'est vraiment une démarche qu'on veut accompagner dans la prise de conscience de la consommation d'alcool. Mais aussi, on a eu un grand nombre de personnes qui ont pris le gobelet à 4 €, qui est le premier niveau de contribution. Et ça, c'est aussi intéressant pour nous, puisque c'est le principe du financement participatif, c'est un grand nombre de personnes peuvent participer et donc soutenir ce projet financièrement. 3862 précommandes ont déjà eu lieu et la moyenne des dons est d'environ 50 €. En échange de ces dons, les financeurs obtiendront une contrepartie. Pour voir le jour, 5000 gobelets doivent être précommandés. La campagne se termine le 18 avril. C'est la fin de cette édition. On se quitte avec quelques images de l'Odyssée des Alpes qui avait lieu tout le week-end à la Clusaz. 24 sportifs de renom se sont affrontés sur plusieurs épreuves sportives, des épreuves respectueuses de l'environnement pour sensibiliser le public et notamment les plus jeunes à la protection de l'eau. L'événement était imaginé par l'association du Flocon à la Vague. Juste après ça, vous retrouvez la météo de Thierry Paulme. Merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe et à demain.